Après le premier film que nous avons réalisé sur le professeur Antoine Béchamp au XIXe siècle, je voudrais vous parler aujourd'hui du rôle des microzymas dans tous les processus vitaux en fonction des connaissances dont nous disposons aujourd'hui. Il est clair que le professeur Antoine Béchamp est de toute évidence l'un des plus grands génies scientifiques de tous les temps. Contrairement à l'imposteur qui a réussi à mettre ce savant et ses découvertes sous le boisseau au XIXe siècle, la gloire d'Antoine Béchamp rejaillira un jour sur notre France, si tant est que cette dernière arrive à survivre à la crise que nous traversons aujourd'hui. À ce jour, la théorie du microzyma est sans cesse confirmée par des scientifiques dans le monde entier. Il y a Anderlein en Allemagne, Gaston Lessens au Québec, et des géologues un peu partout dans le monde à la fin du XXe siècle, et bien d'autres encore. La théorie du microzyma apparaît donc comme une réalité scientifique certaine, rigoureuse, démontrée. En particulier, l'équipe de Mme Philippa Wins à Sydney, en Australie, a pu découvrir que ce microzyma est une microcellule, avec une membrane, un milieu intérieur que l'on peut nommer cytoplasme, et un cristal de silice en son centre, qui pourrait être le dépositaire des informations génétiques. Déjà au XIXe siècle, Béchamp avait pu démontrer que le microzyma mesure entre 30 et 80 nanomètres de diamètre, qu'il est quasiment immortel. Il perdure dans la craie ou le calcaire plus de 12,5 millions d'années après la vie des coquillages qui ont permis la constitution de ces minéraux. Il est capable de synthétiser des imases ou enzymes qui amènent des modifications moléculaires importantes des substrats présents dans le milieu où il se trouve. Il est capable de modifier son environnement également et de façon beaucoup plus profonde par un mécanisme d'assimilation et de désassimilation. L'alcool, par exemple, est un produit de désassimilation de la digestion du sucre par le microzyma. C'est au niveau du microzyma que se situe la respiration et les combustions à l'échelle microscopique. Et le microzyma est capable de construire non seulement la trame du tissu conjonctif en réunissant activement des fibres conjonctives et des fibres élastiques entre elles, qui est le squelette microscopique des corps organisés, mais à l'intérieur de cette trame, il peut bâtir des cellules, des organes, et puis dans certaines circonstances, en fonction des constantes bioélectroniques du milieu, il va pouvoir bâtir des bactéries ou les démonter. Toutes ces constructions sont réversibles, et nous retrouvons toujours des microzymas libres après leur démontage. Le professeur Antoine Béchamp est donc l'un des plus illustres pionniers de la médecine de demain. Après la devise de Lavoisier en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, celle d'Antoine Béchamp en biologie deviendra tôt ou tard une évidence.
Rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie. Aujourd'hui, de pas en pas, nous avons avancé vers une connaissance du vivant. Non pas sa source, bien sûr, qui ne sera toujours cachée, parce qu'elle relève d'une intelligence infinie qui nous dépasse dans cette dimension, mais le comment. Comment et pourquoi la maladie apparaît-elle? Comment se constitue l'être vivant? Pour aller plus loin, nous devons intégrer aux acquis du professeur Antoine Béchamp les découvertes des savants modernes, en particulier dans le domaine de la bioélectronique, dans le domaine des vitamines, en psychosomatique, et puis également l'importance des hormones dans les processus vitaux. Nous en parlerons donc tout à l'heure. Toutes ces découvertes vont nous permettre de mieux comprendre ce qu'est la vie, tant lorsque nous sommes en bonne santé que lorsque nous sommes malades. Et la vie relève d'une merveilleuse alchimie. La maladie n'est jamais la résultante d'une invasion d'un être vivant par des bactéries ou des virus pathogènes étrangers. En particulier, comprenons bien que ce que les savants modernes prennent pour des virus sont en réalité de petites bactéries construites par nos microzymas ou de simples microzymas qui nous sont propres. Virus et bactéries ne sont jamais agressifs, bien évidemment. Ils ont un rôle à jouer dans le fonctionnement du vivant. Et ils n'envahissent jamais un être vivant organisé à moins de situations dyscrasiques majeures. Alors, qu'est-ce que c'est que la dyscrasie? Je le répète, c'est une anomalie du milieu intérieur dans lequel travaillent les microzymas. Et cette anomalie peut être en particulier mesurée aujourd'hui par la bioélectronique. Donc, Béchamp tenait compte des variations du pH dans ces milieux expérimentaux, mais il n'avait pas été très loin dans l'exploration de ce domaine. Il faudra attendre le professeur Louis-Claude Vincent, 1906-1988, pour aller plus loin. Mais par rapport aux maladies et aux germes, comprenons bien que Louis-Claude Vincent n'était pas médecin et il n'a donc pas pu explorer cette piste des maladies complètement. Alors, que savons-nous aujourd'hui grâce à la bioélectronique de façon certaine? Eh bien, c'est que n'importe quel microzyma installé dans un milieu bioélectronique particulier va donner naissance à diverses formes de bactéries ou de vie. Alors, il y a 4 grands milieux bioélectroniques en tenant compte du pH et du RH2. Le milieu réduit acide. Dans ce cas, les microzymas baptisent des cellules normales, celles que l'on rencontre dans tout individu en bonne santé. Ces cellules sont bien sûr assemblées en organes dans un second temps. Et lorsqu'elles sont vieillissantes, les microzymas les démontent et en construisent de nouvelles pour les remplacer. En milieu oxydé alcalin, les microzymas baptisent des cellules au fonctionnement turbo.
ce que les tenants de la médecine actuelle baptisent cancer. Cancer, on pourrait l'écrire quand est-ce que ça sert, quand est-ce que je sers. En milieu acide oxydé, les microzymas construisent des bacilles tuberculeux visant à démonter les tumeurs des organes vitaux, les poumons, les reins, l'appareil digestif, etc. Enfin, en milieu alcalin réduit, les microzymas construisent des bactéries, bacilles ou coques, streptocoques, staphylocoques, etc., visant là encore à démonter d'autres tumeurs d'origine psychosomatique. Coup de mou? Baisse de régime? Allô? Alors il est clair que le milieu intérieur, que l'on peut mesurer donc avec la bioélectronique, est très dépendant de la présence ou non de vitamines. Ces dernières ont été découvertes progressivement au XIXe puis au XXe siècle. Et nous savons aujourd'hui qu'elles sont essentielles au bon fonctionnement des microzymas dans toutes les situations. L'être humain, comme les singes, les lapins, les cobayes et quelques autres espèces animales, est incapable de synthétiser la vitamine C. Probablement parce qu'il était à l'origine habitant de zones tropicales ou équatoriales et essentiellement frugivores, et que les fruits de ces régions étaient déjà très riches en vitamine C. Il lui était donc inutile de la synthétiser. Alors la vitamine C est indispensable à forte dose. Si nous comparons avec une chèvre qui a à peu près la corpulence d'un être humain normal, eh bien, une chèvre synthétise chaque jour entre 8 et 10 grammes de vitamine C par jour, et cela tout au long de l'année. Et lorsqu'elle est en stress, sa synthèse de vitamine C double, voire triple. Donc nous devrions consommer, nous autres humains adultes, entre 8 et 10 grammes de vitamine C par jour à longueur d'année, ce qui permettra aux microzymas de minimiser toutes les somatisations et de faciliter le retour à la santé dans les processus de maladie ou guérison. Nous en reparlerons. Les vitamines du groupe B donnent aux microzymas des moyens remarquables pour accélérer tous les processus de guérison. Il est clair que la pollution occasionnée par nos systèmes agricoles, par les résidus des eaux potables, les rendent encore plus indispensables de manière régulière. Si la levure de bière permet d'apporter certaines vitamines du groupe B, ce n'est pas le cas pour toutes ces substances remarquables et il est bon de se complémenter régulièrement. La vitamine E naturelle, non pas celle de pharmacie, est également indispensable au quotidien. Elle a le même bénéfice que la vitamine C pour tous les tissus, essentiellement lipidiques. Quant à la vitamine D ou D3 essentiellement, elle est souvent déficiente dans nos pays tempérés. Et là encore, il est bon de se complémenter régulièrement, surtout pour les personnes sédentaires et celles qui vivent au nord de la latitude de Lyon. Les autres vitamines sont en général apportées par une alimentation équilibrée et saine. Voilà, nous avons donc là, à travers la bioélectronique et les vitamines, fait un petit peu le tour de ce milieu intérieur qui peut être équilibré ou dyscrasique, comme je le signalais tout à l'heure. Nous allons aborder maintenant le chapitre de la psychosomatique. Cette dimension de la médecine a fait son apparition dès 1917 avec Georges Grodek,
un psychanalyste disciple de Freud. Mais elle a été vraiment systématisée et démontrée scientifiquement par le docteur Reich Gerd Hammer à partir de 1978. Ce médecin était cancérologue particulièrement réputé en Allemagne à Tübingen. Ce nouveau paradigme médical nous permet de comprendre l'origine de la grande majorité des pathologies et des maladies, et surtout de faire la différence justement entre pathologie et maladie. Et c'est absolument fondamental. Les pathologies sont des somatisations, on dit aussi biologisation, de stress psycho-affectifs violents qui nous ont pris au dépourvu, un peu comme la mise en service d'une soupape de sécurité d'une cocotte minute sous pression excessive. On peut aussi la comparer à une bouée de sauvetage mise à la disposition d'un passager d'un navire tombé à l'eau. Les maladies, au contraire, sont des réparations, des guérisons qui nous ramènent à la santé. Les pathologies peuvent subsister des années. Il peut s'agir de tumeurs, de cancers, de lyses ou de caries. Une carie dentaire, par exemple, est une pathologie. On pourrait parler de cancer. Mais ces lyses ou caries peuvent toucher également les muscles, les tendons et les os. Il peut s'agir également d'ulcération, de troubles paralytiques, de troubles endocriniens, de troubles sensoriels, soit des troubles visuels, soit une surdité, soit des acouphènes, de certaines névralgies, comme les névralgies faciales, les sciatiques, les lumbagos, parfois de dépression, voire même de schizophrénie, c'est-à-dire de sortie du réel. Notons bien qu'il n'y a jamais d'inflammation ni de bactéries à l'occasion d'une pathologie. Et elles sont la plupart du temps indétectables, à moins d'un dépistage. Bien sûr, on peut quand même les repérer avec quelques symptômes. Il y a en général un discret amaigrissement, même si l'obésité, paradoxalement, est une pathologie. C'est un peu comme une tumeur. Il y a une tendance à l'hypertension, c'est-à-dire une augmentation de la tension artérielle, et à une accélération du rythme cardiaque. Il y a une diminution de l'appétit et du temps de sommeil. Il y a une relative fraîcheur de la peau et des extrémités, les mains, les pieds, le nez, etc. Au niveau bioélectronique, on retrouve une alcalose sanguine et un terrain hyperoxydé. Ce terrain oxydé alcalin est le propre des processus cancéreux. Les maladies, au contraire, se caractérisent toujours par une inflammation plus ou moins importante qui est constituée par un œdème intracellulaire, c'est-à-dire un gonflement des cellules. Et cette inflammation génère très souvent des douleurs. C'est en général dans ces situations que l'on va consulter un médecin. Il est important de souligner que le démontage d'une tumeur se traduit bien sûr à ce niveau-là par un œdème qui peut faire doubler le volume de la dite tumeur en quelques heures au début. Et cette brutale augmentation de volume provoque bien souvent des désagréments et des troubles fonctionnels, comme par exemple une occlusion intestinale pour une tumeur digestive. Et ceci affole bien sûr le corps médical officiel qui se refuse encore pour le moment à intégrer cette dimension psychosomatique. En plus des phénomènes inflammatoires, la maladie se caractérise par un ressenti de fatigue intense, une diminution de la tension, un ralentissement du rythme cardiaque, très souvent une reprise de l'appétit associée à une légère prise de poids, bien sûr un réchauffement de la peau et des extrémités, parfois de la fièvre, et sur le plan
bioélectronique, on observe soit un terrain acide et oxydé, qui favorise la construction par nos microzymas de bacilles tuberculeux, soit un terrain alcalin et réduit, qui déclenche alors la construction par nos microzymas de germes banaux. Notons bien que ces bacilles tuberculeux ou ces germes banaux ont pour fonction de démonter les tumeurs. Revenons maintenant à notre compréhension du vivant. Par quel mécanisme un être vivant est-il construit, organisé et fonctionnel? Au XIXe siècle, Claude Bernard pensait que la vie avait pour origine une force créatrice présente dans la matière organique. Béchamp a pu démontrer que cette force créatrice se situait au cœur des microzymas de l'individu, ces microcellules à la fois autonomes et solidaires. La question est de savoir comment elles s'organisent pour travailler de concert et réaliser de si fabuleuses créatures. Aujourd'hui, les scientifiques attribuent cette fonction vitale à la cellule. Pourtant, la cellule n'est qu'une entité labile, bâtie par les microzymas pour quelques mois et sans cesse remplacée, même les neurones. Son importance est bien sûr énorme. La cellule permet non seulement des réactions biochimiques plus complexes, mais elle permet également la création de champs électromagnétiques fondamentaux qui facilitent la communication d'un bout à l'autre d'un organisme vivant complexe. De toute évidence, la cellule ne peut pas être la base des fonctions vitales. Ce sont les microzymas, bien sûr, qui remplissent cette fonction. Mais il nous reste bien des questions. Pourquoi les microzymas sont-ils capables de construire des cellules, des organes, des entités végétales, animales et humaines? Il leur faut pour cela une cohérence, une organisation absolument fantastique. Et quel est le chef d'orchestre de tous ces processus? Alors notre époque attribue cette fonction au système nerveux central. Mais le docteur Jean Gauthier, 1891-1968, infirme cette hypothèse. En effet, nous savons par l'étude de l'embryologie que le système nerveux ne commence à s'ébaucher très progressivement qu'à partir du 18e jour de la vie embryonnaire, après la fécondation. Pourtant, à cette date, la construction de l'embryon est déjà très avancée et très bien organisée. Par ailleurs, le système nerveux n'est achevé et pleinement fonctionnel que 9 mois après la naissance de l'enfant, une fois les gaines de myéline achevées. Jusque-là, il est bien trop malhabile pour avoir un rôle de chef d'orchestre. Et même à partir de cette date, il ne peut fonctionner qu'en collaboration étroite avec les hormones, comme a pu le démontrer le docteur Jean Gauthier. Ainsi, l'ablation totale de la thyroïde, brutale, transforme l'être en légume, totalement insensible et incapable de la moindre autonomie gestuelle ou intellectuelle. Par ailleurs, cet individu sans thyroïde est parfaitement élaboré et ses fonctions vitales sont opérationnelles. Et pourtant, les glandes hormonales comme la thyroïde n'ont fait leur apparition chez l'embryon qu'au cours du 4e mois de gestation, c'est-à-dire après les 3 premiers mois de vie embryonnaire, lorsque le bébé rentre dans ce qu'on appelle la phase fœtale. C'est à peu près à cette période que la conscience, qui relève de l'esprit, intervient activement pour permettre le début de cette vie fœtale aquatique. Alors comment tout cela marche? Comment les microzymas parviennent-ils à se mettre d'accord pour bâtir tel ou tel organisme complexe, que ce soit un végétal, un insecte, un animal, un être humain?
D'où vient la cohérence qui préside à ce travail? Comment font-ils pour organiser l'élaboration si complexe du petit être vivant en devenir? Selon le docteur Jean Gauthier, les hormones sont déjà présentes pendant la vie embryonnaire, en particulier l'hormone thyroïdienne qui serait le pivot de la construction et de la différenciation des différents tissus de l'embryon. Cette notion est d'ailleurs encourageante pour les personnes ayant subi l'ablation totale de leur thyroïde. Si, au début, ils se retrouvent comme des légumes, faute d'hormones thyroïdiennes, il semble clair qu'à la longue, leurs microzymas seront capables de synthétiser ces hormones thyroïdiennes, même sans thyroïde. Il faut bien comprendre par ailleurs que cet embryon, c'est-à-dire les 3 premiers mois de la gestation pour l'être humain, n'est pas d'emblée un être humain. Il passe par tous les stades de la vie connus sur Terre. Il est d'abord un végétal, une petite algue. Il devient un insecte, un coquillage, un oursin, un poulpe, un poisson, un mammifère et enfin un être humain. C'est quelque chose qui est bien connu par les scientifiques qui nomment ce processus la phylogénèse. P-H-Y-L-O, genèse. Il y a donc un tronc commun à tout être vivant en quelque sorte. Et ce tronc commun est bien sûr lié au microzyma. Voilà, il est clair que l'être humain paraît être le point culminant dans l'élaboration et la complexité de la vie sur notre planète. Si nous ne pouvons qu'être éblouis par la splendeur de tous ces processus, il n'en reste pas moins complexe de comprendre le pourquoi du comment. Il existe de toute évidence une synergie d'action entre les microzymas pour bâtir les cellules, les organiser de manière cohérente et différencier les 4 principaux tissus primordiaux. Ces 4 tissus primordiaux sont l'endoderme, qui est à l'origine de tous les organes vitaux, les poumons, le tube digestif, les reins, etc. Le mésoderme ancien, qui est à l'origine des fonctions de relation avec l'extérieur, les séreuses protectrices, les méninges, le péritoine, la plèvre, le péricarde, etc. Et ces séreuses sont extrêmement importantes pour protéger les organes vitaux de l'endoderme en particulier. Il y a ensuite le mésoderme nouveau, qui est à l'origine de l'appareil locomoteur essentiellement, le squelette et les muscles, les tendons. Et puis il y a l'ectoderme, qui est une sorte de deuxième peau après les séreuses, qui vient recouvrir ces dernières et qui délimite l'être vivant évolué. Notons en passant que si nous n'avions que les séreuses, eh bien nous ressemblerions terriblement aux insectes, qui ont des carapaces extrêmement solides pour protéger la tête, le poitrail, l'appareil digestif, etc. Voilà, quelque part, nous sommes des insectes un peu évolués, avec une deuxième peau. Voilà, tout ceci se met en place pendant les 3 premiers mois de la vie intra-utérine, là, ce qu'on appelle la phase embryonnaire. Ensuite, on arrive dans la phase fœtale, et le fœtus est déjà un petit être humain achevé, capable de conscience et d'une vie propre. Alors, si nous acceptons l'importance des hormones pendant le déroulement de la vie d'un être accompli, nous pouvons supposer, même si ce n'est encore qu'une hypothèse de ma part, que ces hormones sont essentielles pour assurer la cohérence du travail des microzymas. Elles seraient en quelque sorte le langage des microzymas, ce qui leur permettrait de travailler conjointement et de manière organisée. Cela amène à supposer que les microzymas sécrètent non seulement des imases ou enzymes, ce que le professeur Béchamp avait démontré, mais également des hormones pour échanger des informations entre eux. Voilà, bien sûr, il faudrait encore pouvoir vérifier tout cela en dosant les hormones
après avoir isolé les microzymas des divers organes ou des structures végétales ou animales, pour pouvoir étudier les différences de concentration et de proportion entre elles. Aujourd'hui, la médecine officielle a pu mettre au point des méthodes d'analyse extrêmement fines pour doser les hormones. Donc nous devrions pouvoir avancer dans notre compréhension du vivant en faisant des recherches à ce niveau-là. Et bien sûr, une collaboration s'impose entre les novateurs et les tenants de la médecine normale actuelle. Voilà, nous avons beaucoup à comprendre et à explorer, et il faut se retrousser les manches. Voilà, je vous souhaite le meilleur en attendant et en espérant que notre monde va bientôt s'ouvrir à tous ces développements absolument fabuleux.